Voilà. Donc, je vais vous parler en français. Oui. Ouais, en français. Ok, donc je vais vous parler d'un concept, d'une méthodologie que j'appelle la juste cohérence et des outils qu'on a mis en œuvre pour implémenter cette juste cohérence. Donc ça, c'est un travail qui est en commun avec des tas de gens à l'intérieur du projet européen Lightcone en particulier. Donc, je vais d'abord faire une introduction extrêmement générale sur le cloud, le fait qu'il y ait de la géoréplication des données un petit peu partout dans le monde. Après, je vais me concentrer sur le problème, dans ce cadre-là, le problème de la cohérence des données et comment avoir la cohérence qui convient à l'application. Ça va être un petit peu moins général. Là, ça va commencer à devenir plus technique. Donc là, la base de données que nous avons mise en œuvre pour c'est ça. Donc là, je vais expliquer comment finalement on met en œuvre ça. Et puis les extensions qui sont en cours de travail. Donc, encore une fois, je n'aurai pas le temps de tout couvrir, mais c'est pas très grave. Donc, la première chose, c'est donc qu'est-ce que c'est la géoréplication et c'est quoi le problème de la cohérence. Donc aujourd'hui, vous êtes bien conscient qu'il y a des tas d'applications qui sont des applications de taille mondiale avec des utilisateurs un petit peu partout et les latences sur Internet. Bon, tant qu'on a un serveur qui est proche, on a des latences qui sont invisibles. Par contre, dès qu'on a un lien transatlantique, par exemple, là on a 50 à 100 millisecondes de latence, donc un dixième de seconde, ça commence à devenir sensible. Et si vous commencez à attaquer l'Asie, là vous avez, ou l'Australie, vous avez des latences de jusqu'à une demi-seconde. Donc ça commence à être vraiment sensible. Donc pour éviter la lenteur due à cette latence, les grandes applications s'appuient sur des bases de données géorépliquées, donc des centres de données qui sont à des endroits différents dans le monde, avec toutes les données dont a besoin l'application, le code qui est représenté par cette icône du disque, la logique de l'application qui est représentée par ce petit icône-là, et puis bien sûr des ressources de calcul, de réseau et de tout ça. Et donc l'utilisateur va prendre ces données, les données pour son application et interagir avec l'application en se connectant au centre de données le plus proche. Donc, premier avantage, les latences sont plus faibles. Deuxième avantage, vous avez vos données qui sont répliquées en plein endroit, donc si jamais il y a une panne, vos données survivent, donc il y a un avantage de tolérance aux fautes. Et les lectures sont rapides. Par contre, pour les écritures, il y a un problème. Parce que dès qu'on fait une écriture à un endroit, il faut propager cette écriture aux autres endroits. Et puisque la latence est non nulle, il est très facile d'avoir des écritures qui se recouvrent. Donc des écritures concurrentes, soit sur la même donnée, soit sur des données qui sont liées l'une à l'autre. Et on peut introduire ce qu'on appelle les incohérences. Je vais expliquer un petit peu mieux ce que je veux dire par là. Mais l'important ici, c'est qu'il y a un théorème qui s'appelle le théorème CAP, qui dit qu'on ne peut pas avoir à la fois de la cohérence, enfin, dans le cas où on a un réseau qui n'est pas parfait, ce qui est le cas, dans le cas où on a un réseau qui n'est pas parfait, on ne peut pas avoir à la fois la cohérence forte, c'est-à-dire tout le monde voit la même chose tout le temps, et la disponibilité, c'est-à-dire que je peux me connecter au centre de calcul le plus proche, même sans interférer avec les autres. D'accord ? Donc ça veut dire que s'il y a une panne, d'accord, c'est ça le P, partition, s'il y a une panne, si mon centre de calcul est partitionné, si j'essaie d'écrire faire une écriture dessus, et que je veux la cohérence forte, mon écriture elle doit être immédiatement transférée aux autres. Comme je ne peux pas communiquer, je ne peux pas le faire. Donc mon écriture est bloquée. Et donc je ne suis plus disponible. Si je veux de la disponibilité, il faut que je puisse écrire
sur ce centre de calcul sans parler aux autres. Donc, si vous voulez de la cohérence forte, il faut des écritures synchrones. Si vous voulez de la disponibilité, il faut des écritures asynchrones. On ne peut pas faire les deux en même temps. On ne peut pas faire les deux à la fois. Donc, il y a beaucoup de bases de données qui vous offrent cette cohérence forte, qui a l'avantage d'être très facile à comprendre pour le développeur, comme par exemple Google Spanner ou certains modes de Azure. Donc l'idée là, vous faites une écriture, et cette écriture est synchrone, c'est-à-dire que avant de faire l'écriture, vous demandez la permission à tous les autres centres de calcul. D'accord? Et donc il faut pouvoir demander la permission et la recevoir. Et donc dès que vous avez une panne, soit vous ne pouvez pas envoyer votre permission, soit vous ne pouvez pas recevoir l'autorisation. Et donc vous êtes bloqué. Donc l'avantage, c'est que donc le modèle en fait est un modèle séquentiel. Lui peut faire une mise à jour parce qu'il demande l'autorisation, puis lui peut faire une mise à jour, etc. Mais il n'y aura jamais de mise à jour concurrente. Donc comme c'est un modèle séquentiel, c'est le même modèle que d'habitude, et pour les développeurs c'est facile, mais comme je l'ai dit, il n'y a pas de disponibilité. S'il n'y a pas de disponibilité, il n'y a pas de parallélisme. Donc toute cette tout ce hardware extrêmement cher qui vaut des millions de dollars ne sert à rien parce qu'il exécute un truc après l'autre. Il ne sert à rien. J'exagère, mais c'est un peu du gaspillage. Donc l'autre approche, c'est de dire bon, on va faire de l'asynchrone. L'asynchrone, ça veut dire ici je peux faire une mise à jour et puis je l'envoie. Et si jamais ma mise à jour est bloquée parce qu'il y a une panne, mais c'est pas très grave. Je l'ai envoyé, elle est dans un buffer, et le jour où la panne disparaîtra, mon envoi se continuera. Donc, j'aurais pas perdu, je peux continuer à travailler. Donc, asynchrone, c'est les allers-retours, pardon, synchrone, c'est les allers-retours, asynchrone, c'est les allers simples. Et les allers simples, bah, ça peut... ça garde la disponibilité. C'est beaucoup plus rapide, parce que ici je fais mes mises à jour sans demander la permission à personne, donc il y a zéro latence, enfin il y a zéro latence visible, il n'y a pas de synchronisation, tout est beaucoup moins cher, et on utilise beaucoup mieux le hardware. Le problème de la cohérence, donc c'est le problème, c'est qu'il y a de la concurrence, et donc il y a les anomalies dont je vous ai parlé. Donc entre ces deux extrêmes, que choisir? C'est la légende de boucle d'or et des trois bases de données. D'accord, là vous avez votre base de données très cohérente, super puissante, mais pas très rapide. Vous avez votre base de données très rapide, mais qui de temps en temps fait des conneries parce qu'il ne demande rien à personne. Et bon, évidemment, on aimerait bien trouver le bon compromis entre les deux. Donc c'est ça que je vais expliquer. Donc j'ai dit, le problème, c'est que si vous avez de la disponibilité, vous perdez la cohérence. Et j'ai besoin d'un peu d'eau. Qu'est-ce que je veux dire exactement par cohérence? Vas-y. Merci. Qu'est-ce que je veux dire par cohérence? Et pour ça, je vais utiliser un exemple. C'est un exemple sur lequel on a pas mal travaillé, qui est dérivé d'une vraie application, qui s'appelle FMK, qui est l'application du réseau de santé danois. C'est l'équivalent de sécurité sociale danoise. C'est plutôt l'équivalent de, comment est-ce qu'on appelle ça, le dossier médical partagé. Donc c'est une base de données où les médecins mettent leur compte rendu, et surtout mettent les ordonnances. Donc on a regardé qu'est-ce qui se passe sur ce réseau, et en fait les 9/10 du trafic, c'est les ordonnances. Okay, donc c'est des ordonnances qui sont créées, qui sont modifiées, qui sont transférées à la pharmacie, qui sont satisfaites par la pharmacie. C'est ça le gros du trafic. Donc si on imagine que vous avez une mise en œuvre centralisée de FMK,
En gros, vous avez besoin, qui sont les personnes, les acteurs concernés? C'est les médecins, les patients et les pharmacies. Vous avez le médecin qui crée une ordonnance. Donc c'est l'ordonnance qui vient du docteur Alice, qui a été faite à l'hôpital d'Albot pour le patient Bob et à l'intention de la pharmacie qui se trouve à Bayonne, qui est, je ne sais plus où, quelque part. Okay. Et donc ça, c'est un objet dans votre base de données. Et puis vous avez un objet qui représente le docteur Alice, qui contient l'ensemble des ordonnances du docteur Alice. Donc il y a forcément un lien de là à là. Il y a le patient, l'ensemble des ordonnances de ce patient. Donc il y a un lien entre l'objet patient et l'ordonnance. Et puis pareil pour la pharmacie. Donc on a créé ici une ordonnance vide. Après, il y a des opérations pour ajouter des médicaments à cette ordonnance pour qu'elle ne soit plus vide. Après, vous avez des opérations pour lire le contenu de l'ordonnance. Et puis, vous avez l'opération qui consiste à aller à une pharmacie et la pharmacie dit « Ah, vous avez droit à deux boîtes de Cosadine, je vous en donne une. Okay. Sur les deux que vous vouliez, vous m'en avez demandé qu'une, donc je vous en donne une et il en reste une. Vous avez encore droit à encore une. Okay. Donc, dans un système centralisé séquentiel, on voit très bien comment développer ce genre d'application, ça ne pose aucun problème. Et la cohérence, en l'occurrence, c'est dire les invariants que j'attends de mon application, c'est-à-dire que ces pointeurs-là existent bien, ou plus exactement, quand un pointeur de ce type-là existe, c'est qu'il y a bien une ordonnance au bout. Et un autre invariant, c'est que la pharmacie ne va jamais vous donner plus de médicaments que ce qui avait marqué dans l'ordonnance. Donc c'est ça la notion du caractère correct de cette application. Et donc c'est ça qui définit la cohérence en fait. C'est est-ce que donc ce qu'on appelle donc les invariants de type intégrité référentielle, donc s'il existe un pointeur, s'il existe une référence à une ordonnance dans le docteur Alice, c'est que cette ordonnance existe bien dans la base de données. S'il existe une référence depuis le docteur vers l'ordonnance, la même référence existe chez le patient et pour la pharmacie. Et la dernière, c'est que on ne donne pas plus de médicaments que ce qui est prévu. Voilà. Donc, encore une fois, dans le cas séquentiel, c'est très facile. Maintenant, dans le cas où, au lieu d'avoir une base de données centralisée, on a plein de petites bases de données, ce qui est le cas, effectivement, de FMK. Donc en gros, chaque hôpital au Danemark a sa propre base de données. Il y a une quarantaine de bases de données qui sont fédérées. Ça devient beaucoup plus difficile de maintenir ces invariants. Si on utilise un système, donc CP, comme je l'ai dit au début, fortement cohérent, mais séquentiel, effectivement, on va maintenir les invariants parce que c'est le même cas que le cas centralisé. Mais on n'a rien gagné, en gros, en faisant de la réplication. A l'inverse, si on utilise ce qu'on appelle eventual consistency, donc la cohérence la plus faible, cohérence à terme en français, ça vous donne extrêmement peu de garanties, et en particulier, toutes ces garanties-là, ça ne va pas vous les donner. Et donc, vous avez perdu vos invariants. Il y a, ça fait quand même extrêmement longtemps que les gens travaillent sur la cohérence. Ce qui est clair, c'est qu'il n'y a aucun... Alors, il y a plein de critères de cohérence. Je vous en ai cité deux, la cohérence très forte et puis l'eventual consistency, mais il y a toute une palette, il y a des centaines de papiers avec chacun son petit modèle de cohérence légèrement différent de l'autre. Ce qui est très clair, c'est qu'il n'y a aucun modèle de cohérence qui est le meilleur pour tout le monde. Alors, il y a des applications pour lesquelles on a besoin de cohérence forte et des applications
Bon, donc, typiquement, sur l'application bancaire, hein, on a envie de savoir exactement combien on a d'argent en banque. On pense qu'on a besoin de la commande forte. Au contraire, une application genre réseau social, bon, si on a perdu un message ou si on a des messages qui n'arrivent pas dans l'ordre, tout ça, c'est pas très grave. Okay, donc, il n'y a pas de modèle de cohérence unique. Par contre, tout le monde veut de la performance. Tout le monde veut, donc, et performance, ça veut dire, en l'occurrence, ça veut dire disponibilité. Il faut, si on est ralenti par le fait de faire la synchronisation, c'est pas bon. Okay, en plus, dans les gros centres de calcul, chaque synchronisation a des effets de bord sur le reste du monde. C'est-à-dire qu'il y a des files d'attente qui commencent à se créer, et il y a des effets, ce qu'on appelle des convoy effects, une synchronisation en induit des tas d'autres. Donc, tout ce qui est synchronisation, on voudrait l'éviter au maximum. Mais clairement, il faut de la synchronisation pour maintenir les invariants. Okay, donc, l'approche que je vous suggère, c'est de dire, mais partons des invariants de l'application et essayons de voir de quoi on a besoin pour maintenir ces invariants. Plutôt que de dire, voilà, je vais définir un modèle de cohérence qui va marcher pour tout le monde, je vais dire, au contraire, partons de l'appli et voyons cette application-là, de quoi elle a besoin. Le problème, souvent, c'est que les invariants, donc moi, nous, professeurs d'université, on sait ce que c'est qu'un invariant. La plupart des développeurs, ils ne savent pas ce que c'est. Ils savent ce que c'est qu'une erreur, ils savent ce que c'est qu'un bug, mais le contraire du bug, ils ne savent pas le définir. Donc l'invariant. Donc, si on arrivait à écrire explicitement ces invariants, le problème serait plus simple. On ne peut pas demander ça. Par contre, ce qu'on sait, c'est que pour maintenir ces invariants, c'est pas ce qu'on sait, c'est ce que moi je propose comme méthodologie, c'est que en fait, même dans le code séquentiel, pour maintenir les invariants, il y a des patterns qui sont bien définis. Et ce qu'on va essayer de faire, c'est plutôt au lieu d'essayer de comprendre quels sont les invariants, on va essayer de comprendre quels sont les patterns. Parce que ceux-là, ils sont déjà dans le code. Alors, et donc, on va synchroniser uniquement quand c'est nécessaire pour maintenir le pattern. Vous n'hésitez pas à m'interrompre. C'est quoi un pattern? Je vais venir. C'est des séquences de code standards. On va voir très vite. Bon. La première chose qu'il faut voir, je vous ai dit, si on veut la disponibilité, il faut accepter les mises à jour concurrentes. Le modèle normal, classique de mise à jour, c'est je fais une affectation. D'accord ? Tout de suite, ça ne marche pas. Okay ? Exemple très simple, je suis en train de compter des médicaments, le nombre de boîtes que vous avez le droit d'avoir, par exemple. Et là, j'ai deux répliques de mon ordonnance. D'accord ? Je commence avec mon ordonnance vide, et j'ai le médecin qui dit eh ben, je vous donne une boîte d'aspirine. Okay ? Donc, on fait une affectation, une boîte d'aspirine. Et puis, en même temps, vous avez, par exemple, une de ses assistantes, une infirmière, qui dit ah, je vous donne deux boîtes de médicaments, d'aspirine. Oui, je crois pas trop que l'assistante a le droit de prescrire des médicaments. C'est pas ça le problème. C'est pas le problème du slide. Ce slide ne contient pas ce que je voulais qu'il contienne. Bon. Attendez, je regarde où est-ce que j'en suis. Dans mon transparent. Bon. Ça dit pas ce que je voulais faire. Bon, c'est pas grave. Je vais vous expliquer sans le slide. Donc,
supposez que vous avez une assignation où on met, donc le médecin dit j'assigne 1 pour le compte de médicaments, en même temps l'infirmière dit je fais une affectation de 2, ok. Qu'est-ce qui se passe passer? Ben, on va propager le 1 d'un site à l'autre, on va propager le 2 d'un site à l'autre. Okay. Et qu'est-ce qu'on va se retrouver? On va se retrouver avec au bout, par exemple, l'assignation à 1 qui a été faite ici va être écrasée par l'assignation de 2 qui a été reçue de l'autre, et vice-versa. Donc d'abord, on va se retrouver avec de la divergence, et en plus, on n'a même pas le résultat qu'on voulait, qui était 3. Okay. Alors, ça c'est parce que j'ai fait des affectations concurrentes. Okay. Donc, les affectations concurrentes, ça ne marche pas. Qu'est-ce que je peux faire? Évidemment, je pourrais mettre de la synchronisation et dire je fais de la cohérence forte et une seule assignation à la fois. Ça marcherait, sauf que ce n'est pas du tout ce qu'on veut. C'est beaucoup trop fort. Okay. Ce qui est beaucoup plus malin, c'est de... Ah oui, non, c'est ça. J'ai inversé mes deux slides. Voilà. Donc ça, c'est le slide qui présente le problème. Alors j'ai fait une affectation de 1, une affectation de 2, et je me retrouve avec une divergence, et c'est pas ce que je voulais. Si on remplace ça maintenant donc si au lieu de faire une affectation, on disait, au contraire, ce que je veux en fait c'est un incrément. Je veux additionner. Donc si au lieu de faire une affectation de 1, je dis l'opération c'est incrémenter de 1. Et puis de l'autre côté, j'ai l'opération incrémentée de 2. Il se trouve que l'addition est une opération commutative. Donc au bout du compte, je vais avoir incrément de 1 suivi d'incrément de 2 égale 3, incrément de 2 suivi d'incrément de 1 égale 3, et c'est bon. Okay. Donc le problème, c'est que l'affectation n'est pas une opération commutative. On va essayer de la remplacer par une opération commutative, en l'occurrence ici, l'opération d'addition. Alors, et ça va converger. Donc je vais pouvoir à la fois avoir des mises à jour concurrentes, et en gros, je fusionne mes mises à jour concurrentes. C'est exactement, nous on a l'habitude avec des trucs genre Git, etc. Chacun fait ses mises à jour, et puis on les fusionne. Et ça converge. Pour que ça converge, il y a un certain nombre de règles à suivre, donc celui de la commutativité, puis que les opérations soient commutatives, associatives, idempotentes. À la limite, tout ça, c'est des détails techniques. Ce qu'il faut retenir, c'est que cette idée de mise à jour commutative, en fait, on peut la généraliser. Il n'y a pas que les compteurs. Et en fait, quasiment tous les types de données intéressants, enfin, beaucoup de types de données intéressants, on peut les bidouiller pour s'arranger pour que les mises à jour soient commutatives. Je vais vous donner un exemple plus tard, si on a le temps. Mais là, pour l'instant, il suffit de comprendre le concept, d'accord? On peut avoir des tas de types de données intéressants, du genre des compteurs comme celui dont je viens de vous parler, mais des ensembles, des maps, des séquences, etc. Tout ça, c'est des types de données qui, si vous les exécutez de façon séquentielle, ils ont la sémantique normale, et en plus, ils acceptent les mises à jour concurrentes et savent fusionner les mises à jour concurrentes. Et donc, alors que la cohérence à terme, ça va vous donner n'importe quoi, ici on a un résultat qui est exactement celui qu'on voulait, et en plus sans faire de la synchronisation. Donc ça c'est un premier point. Donc maintenant je vais parler des patterns. Le premier pattern qui m'intéresse, c'est que, en fait, dans les programmes séquentiels, il y a beaucoup de cas où c'est l'ordre, et c'est pour ça que le séquentiel est intéressant, c'est l'ordre relatif de deux opérations qui comptent. Par exemple, quand je crée mon ordonnance, et que j'affecte les pointeurs, par exemple, depuis le médecin de l'ordonnance, c'est super important de le faire dans cet ordre-là. On ne peut pas créer le pointeur avant d'avoir créé la chose pointée.
Donc dans un langage comme Java, vous n'avez même pas le choix. Hein. Vous êtes obligé de faire new avant de faire une affectation. Mais dans des bases de données, souvent on a le choix. Donc, et c'est extrêmement important de suivre cet ordre, d'abord créer, ensuite créer le lien. Donc ici, cet invariant qui est extrêmement répandu dans les bases de données, qui est celui de l'intégrité référentielle, et, comment dire, en fait, c'est pas la base de données qui va vous le donner, c'est le code qui fait les choses dans le bon ordre. Okay. Donc ça, c'est un premier pattern qu'il faut maintenir dans le système réparti. Donc un système à base de cohérence forte, il va vous maintenir, mais c'est beaucoup plus que ce dont on a besoin. Un système à base de cohérence à terme ne va pas le maintenir. Donc il faut quelque chose entre les deux. Ce quelque chose entre les deux, ça s'appelle la cohérence causale. Donc ici, si on regarde le type d'invariant qu'on est en train d'essayer de maintenir, en fait c'est un invariant du genre application. J'ai quelque chose à gauche implique quelque chose à droite. D'accord ? Et pour faire en sorte que cette application soit vraie, je fais d'abord le truc de droite, je le mets vrai, et ensuite le truc de gauche, je le mets vrai. D'accord ? Si jamais la base de données, vous inversez les deux opérations, on serait mal. D'accord ? Donc il faut absolument, pour maintenir ce genre d'invariant, que la base de données maintienne cet ordre. Ça s'appelle la cohérence causale. Donc ici, j'ai une première opération qui va mettre à vrai la partie droite. Donc qui va être, par exemple, transmise ici. Une deuxième, et ici. Et maintenant, une deuxième opération qui dit, ah, vous avez mis à vrai la partie droite. Maintenant, je peux mettre à vrai la partie gauche. On transmet. Si jamais il y avait une partition et que cette opération n'arrive pas jusqu'ici, on aurait la partie gauche vraie et pas la partie droite. Donc c'est un problème qui est tout à fait existant dans un système réparti. Donc ce qu'il faut rajouter, c'est sur ce message, sur ce deuxième message, il faut rajouter des informations pour le système disant attention, ce message 2 dépend du message 1. Il ne doit être livré qu'après que le message 1 soit livré. Donc si jamais le message 2 arrive ici sans le message 1, en fait il sera bloqué, il sera mis dans un tampon en attendant que le message 1 soit livré. Et dans ce cas-là, ça va être bon. Ça, c'est ce qu'on appelle la cohérence causale. Je vais y revenir aussi dessus après. Donc ça, c'est le premier pattern. Maintenir l'ordre relatif des opérations. Deuxième pattern, c'est, en fait, vous avez plusieurs mises à jour qui sont dépendantes l'une de l'autre. Par exemple, vous avez les 3 pointeurs depuis le médecin, enfin l'objet médecin, l'objet patient et l'objet pharmacie, les 3 pointeurs vers vers l'ordonnance qui m'intéresse. Si jamais le patient arrivait à la pharmacie en disant « Tenez, j'ai une ordonnance » et que la pharmacie n'arrivait pas à la retrouver parce que ce pointeur n'existait pas, encore une fois, on aurait violé la cohérence. Okay. Donc là, c'est du tout ou rien. Soit il n'y a aucune de ces pointeurs qui n'existent, donc avant la création ou entre la création et l'affectation, soit les 3. Okay. Donc ça vous rappelle sûrement la notion de transaction. La notion de transaction, c'est plus compliqué. Il y a plusieurs choses dans une transaction. Là, je prends uniquement la partie atomicité de la transaction. Donc j'appelle ça un bundle pour pas confondre avec transaction. Enfin, c'est une transaction hyper simplifiée si vous voulez. Encore une fois, si on fait de la cohérence forte, ça va dans certains cas, ça va maintenir ça. Mais c'est beaucoup trop. On n'a pas besoin de cohérence forte juste pour maintenir ce paquet. Il faut juste faire un paquet. Et de l'autre côté, la cohérence à terme, c'est pas suffisant. Alors il faut quand même faire un petit peu attention. Donc là, l'idée, c'est que j'envoie les 3 mises à jour en un seul paquet.
D'accord? Si j'envoyais séparément, par exemple, la mise à jour à la pharmacie et les mises à jour du patient, et que le premier message était perdu ou bloqué, etc., évidemment, on aurait une incohérence. Okay? Donc, on va faire très attention à les envoyer, par exemple, dans le même message. Mais ça ne suffit pas. Supposons, donc je fais ça, je les envoie dans le même message, de ce site-là à ce site-là, puis je les envoie aussi dans le même message de ce site-là à ce site-là, et puis là, il y a une partition, le message est bloqué. Et maintenant, quelqu'un va lire. Maintenant, vous avez l'application qui s'exécute ici, qui va lire le patient et la pharmacie. Mais manque de peau, il prend la valeur du patient d'ici et la valeur de la pharmacie ici, et encore une fois, il y a une incohérence. Donc il ne suffit pas d'envoyer les choses dans un seul paquet, il faut aussi les lire dans un seul paquet. Donc il faut que les deux lectures, elles viennent soit de là, soit de là. Donc si elles viennent de là, il verra les deux pointeurs. S'ils viennent de là, il n'en verra aucun. On aura conservé la notion d'atomicité. Donc encore une fois, ça c'est quelque chose, on n'a pas besoin de cohérence forte pour faire ça. On a juste besoin de maintenir ces paquets. Donc les deux patterns dont je viens de vous parler, puisqu'il n'y a pas besoin de synchronisation pour les faire, on peut les faire en asynchrone, je dis qu'ils sont compatibles avec la disponibilité. Maintenant, le cas critique. C'est le cas de, par exemple, la délivrance des médicaments, où là on veut maintenir l'invariant qu'on ne délivre jamais trop de médicaments. Alors là c'est compliqué. Comment est-ce qu'on fait? Donc dans le code, encore une fois, dans le code séquentiel, il va y avoir un pattern. Le pattern est très reconnaissable. Vous avez une précondition. Je teste, est-ce que vous avez bien droit à la boîte? Là, je demande une boîte d'aspirine, d'accord? Est-ce que vous avez bien droit à une boîte d'aspirine? Si oui, d'une part, je vous donne votre boîte d'aspirine. D'autre part, je décrémente d'autant les droits restants. Okay? C'est ça le pattern. Précondition, mise à jour. Encore une fois, dans un système centralisé, ça pose aucun problème. Dans un système à cohérence forte, ça marche. Okay. Dans un système à cohérence trop affaiblie, ça ne marche plus. Donc là, on pourrait dire, puisque ça marche dans un système à cohérence forte, on s'en tient là, et toutes les mises à jour de ce genre-là, on les fait en cohérence forte. Encore une fois, c'est trop fort. Je vais vous expliquer pourquoi. L'idée, en fait, l'intuition est très simple. Ici, qu'est-ce que je suis en train de faire? J'ai un invariant qui est que le nombre de boîtes restantes doit rester positif. Okay. Chaque fois que je décrémente, je risque de violer cet invariant, donc il faut que je fasse le test. Il faut que j'aie cette condition. Mais par contre, quand j'incrémente, je ne risque pas de violer l'invariant. Donc en fait, il faut séparer ces deux cas. Il y a des cas qui sont sans danger, où il n'y a pas besoin de synchroniser, et il y a des cas qui sont plus dangereux, où il faut faire attention. Il n'y a pas encore besoin de synchroniser à chaque fois. Okay. Donc le problème ici, c'est que, qu'est-ce qui peut se passer? Je reviens au slide précédent. J'ai droit à 2 boîtes d'aspirine. Okay. Je vais à la pharmacie, je demande une boîte d'aspirine, il m'en reste une. Sébastien, qui est mal intentionné, il va faire une copie il va aller à une autre pharmacie en disant voilà, mon ordonnance c'est celle-là, et lui il va demander 2 boîtes. Okay. La pharmacie va dire vous avez droit à 2, je vais vous donner 2. Okay. Sauf que du coup j'en ai eu 3 au lieu de 2. Okay. J'ai violé l'invariant. Ça c'est parce qu'il y a de la concurrence entre les deux. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Dans chaque réplique, j'ai fait le test de la précondition. Dans chaque réplique, j'ai vu que la précondition était bonne. Okay. Sauf que pendant ce temps-là, l'autre réplique est en train de faire une mise à jour qui va nier cette précondition. Okay. Donc le problème, c'est qu'il y a une séparation entre la lecture, enfin le test de la précondition et la mise à jour correspondante.
Alors encore une fois, si on fait de la cohérence forte, le problème ne va pas se poser. Mais il faut être un peu plus fin. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une mise à jour qui fait un test de précondition et une autre mise à jour qui change cette précondition, enfin, la valeur de cette précondition. Donc la précondition, la précondition d'une opération n'est pas stable sous l'autre opération. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas stable sous n'importe quelle autre opération. C'est uniquement avec celle-là. Donc, si la précondition de U est stable avec un V concurrent, et vice-versa, si la précondition de V est stable sous U, alors c'est bon, je peux exécuter les deux en parallèle. C'est le cas de l'incrément. Si j'incrémente le compte de médicaments et en même temps je vais à la pharmacie, ce n'est pas un problème. Je peux laisser les deux s'exécuter en parallèle. Si je ne peux pas prouver que la précondition de U et de V sont stables mutuellement l'un par rapport à l'autre, alors il faut de la synchronisation, ou alors peut-être que c'est mon invariant qui est trop fort. Mais ça, il suffit pas de dire il n'y a qu'à mettre de la cohérence forte. Il faut réfléchir. C'est quoi les vrais besoins de votre application? Est-ce que vous avez vraiment besoin que je ne donne pas 3 boîtes d'aspirine au lieu de 2? Je ne sais pas. En fait, les développeurs de FMK, ils ont décidé que non, ce n'était pas si important que ça. Ils préfèrent avoir de la disponibilité. Donc ils font quand même le test en local, mais c'est du best effort. Ce n'est plus un invariant. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'on peut adapter le protocole de cohérence aux besoins de l'application. Si votre précondition n'est pas stable, alors il faut se poser la question, est-ce qu'il faut que je rende ma synchronisation plus forte, ou est-ce qu'il faut que je rende ma précondition, mon invariant plus faible? Et ça, c'est vous, en tant que développeur, qui peut le dire. Si vous dites, non, j'ai vraiment besoin de ma précondition, alors il n'y a pas le choix, il faut mettre de la synchro. Mais il faut mettre de la synchro uniquement à cet endroit-là. Voilà, donc pour résumer tout ce que je viens de vous dire, l'idée de la cohérence, de la juste cohérence, c'est d'avoir une cohérence qui est adaptée aux invariants de votre application. Mais comme vous ne connaissez pas forcément ces invariants, en fait, elle est adaptée aux patterns qui sont dans votre code séquentiel. Donc supposons que votre code séquentiel est correct, parce qu'évidemment, si votre code séquentiel n'est pas correct, votre code concurrent ne l'est pas non plus. Supposons que votre code séquentiel soit correct, donc ça c'est votre point de départ. Alors, dans ce code séquentiel, il y a ces 3 patterns, et il faut maintenir ces 3 patterns. Donc, le pattern de mise à jour mutuellement ordonnée, il n'y a pas besoin de synchronisation. Il suffit d'implémenter la cohérence causale. Le pattern de mise à jour transactionnelle, si vous voulez, atomique, pareil, il n'y a pas besoin de synchronisation. Même dans le cas du pattern avec des préconditions de mise à jour, si votre précondition est stable, pareil, vous n'avez pas besoin de synchronisation. C'est uniquement dans le dernier cas, qu'on a vraiment besoin de synchronisation. Avant d'aborder la suite, est-ce qu'il y a des questions? Ouais. Dans la slide précédente, on essaie de vérifier si U et V sont stables. Enfin, si U est stable. Si la précondition du U est stable par rapport à V. Voilà. Sans synchronisation, comment on peut vérifier ça? Comment on peut être sûr qu'il n'y a pas une opération dans le système qui... Ah, mais on regarde dans le code. Ouais. On regarde dans le code. Tu regardes le code de U. Et donc, si là, en l'occurrence, U, c'est je donne le médicament. La précondition, c'est je teste est-ce que le nombre de médicaments est plus grand que le nombre que je dois donner. Et après, je regarde les autres mises à jour. S'il y a une mise à jour qui incrémente, elle ne peut pas violer, pas de problème. S'il y a une autre mise à jour qui décrémente, là, il y a un problème. Il faut que je synchronise. Ça, c'est de l'analyse statique, purement. Okay. Donc, on a des outils d'analyse statique, mais à la limite, on fait ça à la main. Parce que, bon, en espérant qu'il n'y ait pas trop
Donc, dans le cas de FMK, en fait, il n'y a que 4 opérations. On peut très bien faire ça à la main. Je continue ou vous en avez marre? Je continue encore un peu. Donc, comment est-ce qu'on fait ça? Donc, je vous parle d'Antidote. Si on a le temps, je peux aussi vous parler des outils d'analyse statique. Donc, Antidote, c'est une base de données géorépliquée, open source. Les sources sont sur GitHub. Vous pouvez utiliser ça demain si vous voulez. Donc, je vous ai dit que pour faire des mises à jour concurrentes, il faut un type de données qui utilise la fusion de mise à jour au lieu de simplement l'affectation. Donc, c'est les CRDT. Donc, il y a toute une bibliothèque de CRDT qui est fournie avec Antidote. Et il faut de la cohérence causale, il faut de l'atomicité. Si on met ça ensemble, ça s'appelle le modèle de cohérence causale transactionnelle, avec un plus parce qu'il y a les CRDT qui vont faire de la fusion. On vous offre des outils d'analyse statique, qui s'appellent SASI, qui donc vont vérifier que vos préconditions sont bien stables. Et bon, tout ça est open source, et il y a une communauté de gens qui travaillent dessus. Donc c'est un bon, par exemple pour faire des TP, c'est un très bon, mais même pour faire des applications. Donc les CRDT, je vous en ai parlé très rapidement. Bon, il y a plein de choses sur ce transparent. En gros, l'idée, c'est, encore une fois, qu'il faut s'arranger pour que les mises à jour concurrentes soient commutatives. Et je vais vous donner un exemple dans un moment. Et donc, dans la bibliothèque de CRDT d'Antidote, il y a tout un tas de CRDT intéressants. Donc, je vous ai déjà parlé du compteur avec des incréments et des décréments. Plus intéressant, c'est un compteur qui ne peut pas passer en dessous de 0. En fait, c'est le même cas que celui des médicaments. Il y a plusieurs types d'ensembles, et je vais vous donner un exemple. Et puis, vous avez tout ce qui est bâti sur les exemples, sur les ensembles, par exemple les maps ou les arbres JSON. Vous avez un cas spécial qui est celui de la séquence. Et en fait, ça, c'est très intéressant parce que, par exemple, pour faire de l'édition collaborative, vous modélisez votre texte comme une séquence de caractères. Et les opérations, c'est j'insère un caractère à tel endroit ou j'efface un caractère à tel endroit. Et donc ça, c'est un de nos premiers travaux. Comment faire en sorte que ça soit représenté sous forme d'opération commutative. Je n'avais pas prévu d'en parler, mais si ça vous intéresse, je peux vous en parler. Là, je vais plutôt vous parler du cas de l'ensemble. Donc, je vous ai dit, il y a plusieurs modèles d'ensemble. Donc, je vous ai dit que un CRDT, ça prend un type de données séquentielles. Donc, tout ce qui est séquentiel doit être exactement comme le type de données de base. Et puis, pour les cas où dans le type séquentiel, les mises à jour sont déjà commutatives, il n'y a rien à faire. Dans le cas où il y a des mises à jour qui ne sont pas commutatives dans la sémantique séquentielle, il faut rajouter une sémantique concurrente. Donc là, il y a plein de choix possibles. Donc là, je vais prendre un choix particulier qui s'appelle AdminSet, donc l'ensemble où, en cas de mise à jour non commutative, c'est un ajout qui gagne. Donc le seul cas non commutatif dans un ensemble, c'est le cas où vous avez un processus qui ajoute un élément et en façon concurrente, un autre processus qui l'enlève. Le même élément. C'est le seul cas qui n'est pas que où les deux opérations ne commutent pas. Et là, on fait le choix que dans ce cas-là, c'est add qui gagne. Donc si on observe un add en concurrent avec un remove, c'est le add qui gagne. On peut faire le choix inverse, d'accord, et on peut faire des remove wins, on peut faire plein d'autres choses. Mais je vous donne juste le cas du add wins parce qu'il est intéressant.
Donc, plus formellement, la spécification, c'est qu'un élément est dans l'ensemble s'il a été ajouté et qu'il n'y a pas de remove après. Donc, s'il y a un remove concurrent, ça compte pas. S'il y a un remove après, bien sûr, dans la sémantique séquentielle, s'il y a un add suivi d'un remove, c'est le remove qui gagne. Mais si les deux sont concurrents, ou si le remove est avant, évidemment, il ne gagne pas. Donc, prenons, pour vous expliquer comment ça marche, je prends un ensemble, initialement vide, deux répliques. Dans la première réplique, je vais rajouter dans mon ensemble cet élément représenté par un carreau rouge. Okay. Donc, j'ajoute carreau rouge, ça c'est l'opération, j'ajoute carreau rouge à l'ensemble, et maintenant, l'ensemble contient un carreau. Okay. Je transmets ça à une autre réplique, on va voir ce qui se passe sur l'autre réplique après. Mais le fait d'envoyer sur l'autre réplique, ça ne change pas l'état. Donc on a toujours le carreau rouge. De nouveau, on fait un add carreau rouge, c'est un ensemble. Donc il n'y a pas de doublon. Il y a toujours un carreau rouge dans l'ensemble. Ça ne va pas changer. Après, je fais un remove. Donc en suivant la sémantique séquentielle, maintenant, l'ensemble est vide. Il n'y a pas le choix, c'est ça la sémantique d'un ensemble. Okay. Maintenant, regardons ce qui va se passer dans l'autre réplique. Donc j'ai transmis l'état ici. Donc là, initialement, j'avais un ensemble vide, mais maintenant je me retrouve avec un ensemble, alors qu'il n'y a pas eu d'opération locale, je me retrouve avec un ensemble dans lequel il y a un carreau rouge. Je rajoute un carreau rouge, même cas qu'ici, j'ai toujours un carreau rouge. Okay. Sauf que maintenant, si je transmets, qu'est-ce qui se passe? À votre avis, c'est quoi l'état? Ici. Carreau rouge. Pourquoi? Hein? Est-ce qu'il était à vide avant? Comment? Il était à vide. Il était à vide, ouais. Et pourquoi maintenant il a un carreau rouge? Parce qu'il synchrone. Enfin, moi, mon interprétation, c'est que quand on envoie vers là-haut, on dit un nouveau carreau rouge. Ben, non, ici, de... ici qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir ces opérations-là, on peut voir ces opérations-là. D'accord? Donc là, on voit qu'il y a un ajout qui n'est pas suivi d'un moins. Donc, le carreau rouge est bien dans l'ensemble. Okay. D'où le nom de l'ensemble. Ici, j'ai un add et un remove concurrent. C'est le add qui a gagné. D'accord? Je ne vous explique pas comment on implémente ça, mais c'est pas très difficile. Donc maintenant, dans mon ensemble, je vais ajouter un autre élément. Je vais ajouter un trèfle noir. Okay. Donc on revient à l'état où on était ici. J'ai rajouté carreau rouge, carreau rouge. Maintenant je rajoute trèfle noir. Donc maintenant dans mon ensemble il y a carreau rouge, trèfle noir. Ok. J'enlève carreau rouge, il ne reste que trèfle noir. En bas, sur l'autre réplique, j'ajoute trèfle noir. Donc j'ai trèfle noir. Je reçois le carreau rouge. Maintenant j'ai trèfle noir, carreau rouge. Je rajoute de nouveau, comme dans le slide précédent, carreau rouge, ça n'a aucun effet. J'enlève trèfle noir, il ne reste que carreau rouge. Okay. Donc là, l'état final des deux répliques, c'est carreau rouge, trèfle noir. Les dernières opérations sur chaque réplique, c'est un remove. Si je transmets, quel va être l'état? Ici. Carreau rouge, déjà, rien n'a changé pour le carreau rouge. Trèfle noir. Et trèfle noir, parce que je vois un ajout de trèfle noir qui n'est pas suivi d'un retrait de trèfle noir. Parce que entre cet ajout et ce retrait, c'est l'ajout qui gagne. Donc ici, je vais avoir carreau rouge, trèfle noir, et quand je transmettrai d'ici à là, pareil, j'aurai carreau rouge, trèfle noir. Okay. Pourquoi c'est intéressant cet exemple? Parce que ça vous montre que la sémantique concurrente
de Hadwins, ne peut pas s'expliquer comme une sémantique séquentielle. Il n'y a aucune exécution séquentielle où on va arriver à cet état-là. Parce que dans les deux répliques, la dernière opération, c'est un moins. C'est absolument pas possible dans une exécution séquentielle qui se termine par un moins d'avoir toujours l'élément dans l'ensemble. Okay. Donc, on explique souvent la concurrence par comment on appelle ça, des permutations séquentielles, et là, ça marche pas. On ne peut pas l'expliquer comme ça. Donc, c'est un surensemble, c'est nouveau. C'est pas la sémantique concurrente habituelle. Bon, je vais sauter le compteur Excusez-moi, mais dans la oui. slide précédente, donc Oui. Les deux sont inconsistants à la fin. Non, c'est pas enfin, ils sont pas. Ça doit être des réplicas, normalement. Mais j'ai pas encore. À l'état final est le même. J'ai pas encore transmis de là à là. Ah, Quand j'aurai transmis de là à là, effectivement, ils seront le même. ah bon, oui, d'accord. Oui, d'accord. Parce que de là à là, c'est pareil, on verra un ajout de carreaux et un ajout de trèfle qui sont pas suivis de Ouais, retraite. d'accord. Oui, il manque une, Oui, mais il manque une étape. c'était exprès. C'est pour pas compliquer. Ok, donc parmi les différents types de données, on a un type de données spécialisé qui implémente ce qu'on appelle SQL en base de données, qui consiste à dire, pour garder mon compteur, donc j'ai un compteur de médicaments, d'accord, ou j'ai un stock, peu importe, ou j'ai un compte en banque, il ne peut pas devenir négatif, mais j'ai des répliques sur lesquelles je peux faire des décréments. Okay. Je vous ai montré que le décrément, dans ce cas-là, est une opération dangereuse qu'il faut synchroniser. Coûteux, pas disponible. On peut améliorer les performances et la disponibilité en disant, en fait, il n'y a pas vraiment besoin de synchroniser à chaque coup. On a juste besoin de synchroniser quand on se rapproche du zéro. Okay. Donc c'est une technique hyper intuitive. Si j'ai un stock de 100 tickets à donner, j'en donne 10 à Sébastien pour qu'il les donne à ses copains. J'en donne 10 à Étienne pour qu'il les donne à ses copains. Et moi, je garde les 80 restants. Mais Étienne, du coup, ne peut pas en donner plus de 10. Et Sébastien, on ne peut pas en donner plus de 10. Okay. Donc, je ne risque pas de violer mon invariant. Si jamais Sébastien a besoin de plus de 10, il donne ses premiers 10 et après il me demande redonne-moi un stock. Donc là il y a de la synchro. Il n'y a pas besoin de synchroniser à chaque fois, il y a juste besoin de synchroniser quand on se rapproche du zéro. Donc la base de données Antidote, donc c'est géorépliqué. Ici j'ai une réplique à Paris, à Berlin et à Rome. D'accord. À l'intérieur d'une réplique, en fait, il y a beaucoup de parallélisme. Il y a plein de processeurs. Donc, donc par exemple, ici, j'ai un objet CRDT X qui va se trouver donc, sur ce processeur-là à Berlin, sur ce processeur-là à Rome et sur ce processeur-là à Paris. Et une autre donnée Y va se trouver sur un autre processeur. Et je vous ai dit qu'on maintenait la cohérence causale transactionnelle. Donc la cohérence causale, je ne parle pas des transactions, parce que les transactions, comme je l'ai dit, il s'agit juste d'envoyer des paquets et de lire de façon atomique. La cohérence causale, ça c'est beaucoup plus fin, et c'est assez difficile à expliquer. Enfin, l'idée générale, c'est la suivante. Donc quand je lis plusieurs objets sur la base de données, on appelle ça un snapshot. Pour que mon snapshot soit cohérent, il faut que tous les objets que je lise soient de la même version, entre guillemets. Mais ils n'avancent pas tous au même rythme. Je peux incrémenter, modifier X 10 fois et Y une seule fois. Donc je ne peux pas juste avoir un numéro de version. Donc la définition formelle du snapshot cohérent,
c'est la suivante. Supposons que j'ai une version de x qui s'appelle xi, suivie causalement d'une version de x qui s'appelle xj. Donc ça veut dire que pour créer xj, j'ai lu xi. C'est ça que ça veut dire. Okay. Et puis après, j'ai une autre version maintenant de yk, qui dépend, lui, causalement de xj. Okay. Donc par exemple, j'ai dit, je sais pas, yk égale xj plus 14. Okay. On voit bien que si je veux lire les données de façon cohérente, je n'ai pas le droit de lire xi et yk. Parce que je lirais yk, par exemple, supposons que xi vaut 0, xj vaut 10, et j'ai dit yk égale x plus 10. D'accord? Donc ici, j'aurai... Pardon, j'ai dit 14. Donc là, j'aurai 10, là, j'aurai 14, 24, zut, 10, 24, et là, j'aurai par exemple 0. Okay. Donc ce ne serait pas cohérent de dire y égale x plus 14 alors que x vaut 0 et que y vaut 24. Okay. Donc qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'ai raté cette version. Okay. Donc c'est ce qui est dit là, c'est que si j'ai raté une version, alors je n'ai pas le droit de mettre l'ancienne version dans un snapshot. Okay. Si je lis x et y, il faut que je lise des versions cohérentes de x et de y. C'est ça la cohérence causale. Donc je vous ai expliqué tout à l'heure par le fait qu'il fallait ralentir il fallait pas livrer des messages s'ils dépendaient d'un autre message. C'est deux explications cohérentes. Équivalentes, pardon. Je peux vous expliquer comment on fait, mais c'est peut-être un peu trop détaillé. Ouais. En plus, ça fait 1 heure que je parle. Laissez-moi regarder mes slides pour voir si jamais il y a quelque chose qu'il faut que je vous explique. Donc ce qu'on voudrait, donc on va lire des données cohérentes. Donc ce qu'on voudrait, c'est que quand on lit une donnée, on la lise de façon cohérente. On voudrait aussi avoir la valeur la plus récente. Donc la première chose, on veut de la cohérence, donc c'est l'isolation. On veut des données les plus récentes, donc ça s'appelle freshness. Et puis on veut que la lecture se fasse tout de suite, sans synchronisation. Okay. Donc un des résultats, c'est qu'on ne peut pas avoir tout à la fois. Donc si vous voulez, par exemple, donc ça, les plans colorés, c'est ce qui est possible. Donc tout ce qui manque, c'est pas possible. Okay. Donc c'est pas possible, par exemple, de faire une lecture. Donc il n'y a pas de case rouge ici. Ça veut dire qu'on ne peut pas avoir une opération qui soit à la fois cohérente, rapide et fraîche. D'accord ? Si on veut de la cohérence, comment dire, la cohérence au sens où je l'ai dit avant, donc les snapshots cohérents, donc on est sur le plan rouge. À ce moment-là, si on veut avoir des valeurs fraîches, c'est-à-dire les plus récentes possibles, alors il faut s'attendre à être bloqué indéfiniment. Par contre, si on veut ne pas être bloqué, donc délai minimal, on ne peut pas avoir des valeurs fraîches, on est obligé d'avoir des valeurs anciennes. Ça, c'est des résultats, ce qu'on appelle des résultats d'impossibilité. C'est-à-dire que c'est pas la peine d'essayer de concevoir un protocole qui se retrouverait ici dans le rouge, c'est pas possible. Et donc, Antidote, le choix qu'on a fait ici, c'est lire très vite, c'est-à-dire avoir de la disponibilité, on répond tout de suite, mais du coup, on répond sur un snapshot qui est peut-être ancien. Bon, après, j'ai l'analyse statique qui vérifie que les préconditions sont stables. Mais bon, en fait, je vous ai tout dit. Voilà, on va peut-être s'arrêter là. Donc, le résumé, donc, c'est qu'on veut faire de la cohérence, la juste cohérence,
C'est-à-dire adapter la cohérence aux besoins de l'application, c'est-à-dire faire juste suffisamment de cohérence pour maintenir les invariants de l'application, et pas plus. Donc, je réduis le problème de la cohérence à celui des invariants, et je réduis le problème des invariants à celui des patterns. Donc, si on maintient les patterns d'ordre relatif, ça on peut le faire sans synchronisation. Maintenir le pattern d'atomicité, ça on peut le faire sans synchronisation. Et maintenir le pattern précondition mise à jour, là il faut faire l'analyse de stabilité. Si c'est stable, on peut le faire sans synchronisation. Voilà. Je vous ai fatigué. Merci. Non, t'es fatigué avant. Voilà, ce qui m'inquiète le plus là-dedans, c'est déjà on a du mal à apprendre à nos étudiants s'ils doivent utiliser plutôt un long ou un double ou le type de données qu'ils doivent avoir. Si en plus ils sont censés savoir le type de cohérence qu'il faut pour telle ou telle donnée, ça va être compliqué. Non, justement, il n'y a pas besoin. Alors, ce qu'ils ont besoin de savoir, c'est quel type de données. D'accord? Est-ce que j'utilise un set? Est-ce que j'utilise une séquence? Est-ce que j'utilise... Bon, ça, il faut déjà qu'ils se posent cette question. Après, la cohérence causale, ça c'est complètement transparent. Donc, du moment qu'ils font les choses dans le bon ordre et qu'ils utilisent une base de données causalement cohérente, ce sera exécuté dans le bon ordre. Donc là, ils n'ont rien à faire. Pour l'atomicité, ils ont un petit peu de boulot à faire, c'est-à-dire ils ont besoin de dire begin transaction, end transaction. Voilà. On a déjà l'habitude. Okay. C'est difficile. Ouais. Et pour la partie des préconditions, ben là, justement, on a une analyse statique qui fait ça pour eux. Ouais. Ouais, c'est ceux qui vont. Alors, l'analyse statique, pour l'instant, on ne le fait pas sur du vrai code, on le fait sur un modèle, parce que c'est pas notre boulot. On espère bien qu'un jour, quelqu'un fera la même chose avec du code de source, mais nous, on n'est pas des spécialistes d'outils de vérification. Je vous pose une question Bien sûr. par rapport à votre exemple d'ordonnance. Ouais. Vous avez parlé de séquence. Ouais. Imaginons que l'ordonnance, il y a une table dans la base, la table des ordonnances, Ouais. et qu'il y a un identifiant d'ordonnance qui vient justement d'une séquence de base de données. C'est-à-dire au début, donc la base de données des ordonnances, la base danoise, imaginons c'est le début d'année, tous les réplicas, la séquence elle vaut 0. La première, et si à la première heure du premier jour, il y a une ordonnance qui est faite au même moment dans les 20 réplicas, ils vont tous prendre le même identifiant? Non, mais justement, on va éviter ça. Ouais. Donc ça c'est déjà un très mauvais choix. Il n'y a aucune raison de synchroniser juste pour allouer un numéro. Donc chaque réplique, il va juste simplement allouer un numéro de façon indépendante, et on s'arrange à l'avance pour que les numéros se recouvrent pas. Voilà. Donc en fait, qu'est-ce qu'on fait? Préfixe, par exemple. Voilà, on prend l'adresse IP qui est unique, et puis on rajoute un compteur derrière, devant plutôt. Voilà. Donc le numéro IP étant unique, le compteur étant unique par rapport au numéro IP, ça suffit. Donc là, il n'y a pas besoin de synchro. De toute façon, c'est hyper connu comme technique. Oui? Vous avez cité Cassandra au début. Oui. Donc comment ça se positionne par rapport à... Donc moi je suis pas du tout spécialiste de Cassandra, mais si j'ai bien compris, Cassandra il fait de la cohérence à terme. Il y a le choix, je crois. En fait, il y a le choix. Il y a le choix entre cohérence à terme et cohérence forte, mais c'est pas vraiment de la cohérence forte. Ouais, en fait, il fait de la... oui, c'est un truc très... Ouais, je te laisse répondre. C'est très ad hoc, je crois. Ouais, c'est une demande à voir combien de lectures, sur combien de réplicages que la lecture soit réduite. Et ça vaut plus du castable, des choses comme ça, mais c'est tout l'éventuel. D'accord. C'est un truc qui sera un jour, qui finira par être cohérent. Je peux juste lui donner quelques contraintes en plus. Et puis il n'y a pas de CRDT. Donc il n'y a que des affectations. Et on a bien vu que les affectations concurrentes, c'est problématique. Il n'y a pas non plus de cohérence causale.
Et juste pour compléter un tout petit truc, donc du coup le sujet de thèse d'Étienne, c'est justement de savoir si quand tu prends tout ça en compte, où placer les données, combien faire d'applications. J'ai un peu résumé. C'est où placer les données? Où placer les données? Parce que comme on fait l'application, on ne va pas mettre les données sur tous les data centers. Du coup, savoir sur quel data center on va les placer. En prenant en compte justement la cohérence, ce qui est pas souvent fait. Donc, du coup, les données ne sont pas répliquées. Elles sont appliquées, elles ne sont pas partout. Ah, toi, je veux juste Ok, prendre en compte la cohérence, ok, si la cohérence La cohérence relâchée, est pas puis disponible. j'ai une lecture et une donnée qui a sélectionné qu'en lecture, tu peux le mettre partout. Si c'est que c'est une donnée que tu écris souvent, c'est la cohérence forte, c'est que tu vas faire la synchronisation à chaque excès, tu as intérêt à avoir pas tant de répliques que ça. D'accord. Moi, si c'est une donnée que tu n'arrêtes pas d'écrire tout le temps et que tu sais que chaque fois que tu vas écrire, ça prend un verrou et ça va faire un stop de Word pour mettre à jour tout le monde. D'accord. Peut-être pas mettre un réplique. Ok. Mais ça ne sert à rien d'avoir un réplique proche de toi, de toute façon, quand tu vas vouloir modifier, tu vas être obligé de prendre un verrou sur le réplique qui est moins laborieux. Autant avoir un seul réplique. D'accord. Désolé, du coup, je t'ai fait une aparté. Non, non, mais ça complète. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup.